En août 2018, Fernand Lecomte, un ancien garde forestier de 67 ans, disparaît sans laisser de traces lors d'une randonnée solitaire dans les Alpes françaises. Pendant 2 ans, sa famille et les autorités cherchent désespérément des réponses. Puis, en juillet 2020, 2 alpinistes font une découverte troublante dans une zone reculée de la forêt, un piège artisanal sophistiqué conçu pour capturer de gros animaux. Cette trouvaille va déclencher une enquête qui révélera une vérité bien plus sombre que tout ce que sa famille aurait pu imaginer. Car ce piège n'était pas là par hasard, et la disparition de Fernand n'était pas un simple accident de montagne. Qu'est-ce qui a réellement poussé cet homme expérimenté, qui connaissait ces montagnes comme sa poche, à s'aventurer dans cette zone précise? Et pourquoi quelqu'un aurait-il installé ce piège mortel exactement là où il a disparu? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord connaître l'homme qu'était Fernand Lecomte et la région où il a disparu. Briançon, située dans le département des Hautes-Alpes, est une commune de montagne perchée à 1326 mètres d'altitude, considérée comme la plus haute ville de France. Cette cité fortifiée de Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est entourée de sommets majestueux qui dépassent les 4000 mètres. Les Alpes françaises du Sud offrent un terrain varié et parfois impitoyable, avec des sentiers qui serpentent entre vallées profondes, forêts de mélèzes et de sapins, et pierriers abrupts. Fernand Lecomte était né et avait grandi dans cette région. Fils d'un berger et d'une institutrice, il avait développé dès son plus jeune âge une connexion profonde avec la nature alpine. Après son service militaire, il était devenu garde forestier en 1974, à l'âge de 23 ans. Pendant 40 années, il avait arpenté ces montagnes, surveillant la faune, luttant contre le braconnage et éduquant les visiteurs sur l'importance de préserver cet écosystème fragile. Grand, mince, avec des cheveux gris toujours impeccablement peignés et des yeux bleus perçants qui semblaient pouvoir repérer le moindre détail dans la nature, Fernand inspirait le respect de tous ceux qui le rencontraient. Sa connaissance du terrain était légendaire parmi ses collègues. Il pouvait identifier les traces d'animaux dans la neige fraîche, prédire les changements météorologiques en observant le comportement des oiseaux et naviguer dans le brouillard le plus dense grâce à sa connaissance intuitive de chaque rocher et de chaque arbre. Sa femme Claudine était décédée d'un cancer en 2015, laissant Fernand seul dans leur petite maison de pierre, au cœur de Briançon. Le couple avait eu une fille, Marie-Claire, qui vivait désormais à Lyon où elle enseignait l'histoire dans un lycée. Depuis la mort de sa femme, Fernand avait trouvé du réconfort dans ses randonnées quotidiennes. Même à la retraite depuis 2014, il continuait d'explorer les sentiers qu'il connaissait si bien, souvent avec son appareil photo vintage, documentant les changements saisonniers de la faune et de la flore. Les habitants de Briançon le décrivaient comme un homme discret mais chaleureux, toujours prêt à aider un randonneur perdu ou à partager ses connaissances sur la région. Il avait conservé des habitudes militaires, levé à 5 heures du matin, petit déjeuner frugal, vérification méticuleuse de son équipement avant chaque sortie. Sa routine était si régulière que les commerçants du centre-ville réglaient presque leurs horloges sur ses passages. Marie-Claire se rappelait les week-ends de son enfance où son père l'emmenait en montagne. Il lui apprenait à lire les traces dans la neige, à reconnaître les chants d'oiseaux et surtout à respecter la nature. Papa voyait la montagne comme un livre ouvert, se souvenait-elle plus tard. Pour lui, chaque rocher, chaque arbre avait une histoire à raconter. Il disait toujours que les Alpes gardent leurs secrets, mais qu'elles les révèlent à ceux qui savent écouter et observer. Cette philosophie avait façonné la carrière de Fernand. En tant que garde forestier, il n'était pas seulement un protecteur de la nature, mais aussi une sorte de détective naturel. Il avait développé un 6e sens pour détecter les activités suspectes.
Au fil des années, il avait démantelé plusieurs réseaux de braconniers, découvert des décharges sauvages cachées et même aidé à retrouver des randonneurs disparus grâce à sa capacité à interpréter les indices les plus ténus. La région autour de Briançon était particulièrement riche en biodiversité. Les forêts abritaient des cerfs, des chamois, des bouquetins et même quelques ours bruns dans les zones les plus reculées. Cette richesse faunistique attirait malheureusement aussi les braconniers, malgré les lois strictes de protection. Fernand avait passé une grande partie de sa carrière à lutter contre ces activités illégales, développant une expertise reconnue dans la détection des pièges et des techniques de chasse clandestines. Le matin du 23 août 2018 était particulièrement beau dans les Alpes. Le soleil se levait dans un ciel dégagé, promettant une journée parfaite pour la randonnée. Fernand s'était levé comme d'habitude à 5 heures précises, selon sa routine habituelle. Il avait préparé son sac à dos méthodiquement, une bouteille d'eau d'1,5 litre, des barres énergétiques, son appareil photo Canon EOS 50D qu'il possédait depuis 10 ans, une trousse de premiers secours, son téléphone portable et sa carte topographique favorite de la région du Queyras. Madame Joséphine Arnaud, sa voisine âgée de 82 ans, l'avait vu partir vers 6h30. Elle arrosait ses géraniums sur son balcon quand Fernand était sorti de chez lui. « Bonjour Fernand, belle journée pour une promenade », lui avait-elle lancé. Il avait souri et répondu « En effet, Madame Arnaud, je vais explorer le secteur du col de Vars aujourd'hui. Il paraît qu'il y a eu des mouvements d'animaux inhabituels là-bas. » Ces mots resteraient gravés dans la mémoire de la vieille dame. Fernand avait conduit sa Peugeot 307 bleue jusqu'au parking du col de Vars, situé à 2100 mètres d'altitude, à environ 45 minutes de route de Briançon. Le col de Vars est un point de passage traditionnellement utilisé par les randonneurs pour accéder aux sentiers menant vers le parc naturel régional du Queyras. C'est un lieu bien connu des montagnards, équipé d'un petit refuge et de panneaux d'information sur les itinéraires disponibles. Selon le témoignage de M. Gérard Milot, gardien du refuge, Fernand était arrivé vers 8h15. Je l'ai reconnu immédiatement. Il venait souvent ici, c'était un habitué. Il m'a dit qu'il voulait emprunter le sentier GR 58 vers la vallée de l'Ubaye, mais qu'il comptait faire un détour par un secteur moins fréquenté où il avait repéré des traces suspectes la semaine précédente. Gérard se souvenait que Fernand semblait préoccupé, mais pas inquiet. Il était concentré, comme quelqu'un qui a un objectif précis en tête. Le sentier GR 58 est un itinéraire de grande randonnée bien balisé, considéré comme de difficulté moyenne. Cependant, Fernand avait mentionné vouloir s'écarter du chemin principal pour explorer une zone forestière dense, située à environ 3 km du col, dans une vallée latérale rarement visitée par les touristes. Cette zone, connue localement sous le nom de Vallon des Perdrix, était réputée difficile d'accès et peu accueillante, avec une végétation dense et un terrain accidenté. Vers 11 heures, un couple de randonneurs allemands, Hans et Ingrid Müller, avaient croisé Fernand sur le sentier principal, à environ 2 km du col. Ils se souvenaient de lui parce qu'il leur avait donné des conseils sur l'itinéraire à suivre pour éviter les passages les plus difficiles. C'était un homme très gentil et très connaisseur, témoignerait plus tard Ingrid. Il nous a montré sur notre carte les meilleurs points de vue et nous a mis en garde contre les zones où il valait mieux ne pas s'aventurer seul. Hans avait noté que Fernand portait un sac à dos bleu marine et tenait à la main une carte topographique annotée de sa propre écriture. C'était le dernier témoignage fiable de la présence de Fernand. Après cela, il semblait avoir quitté le sentier principal pour s'enfoncer dans le vallon des Perdrix, comme il l'avait annoncé au gardien du refuge. Marie-Claire avait commencé à s'inquiéter vers 19 heures. Son père l'appelait toujours en rentrant de ses randonnées, surtout depuis la mort de sa mère. Quand elle n'avait eu aucune nouvelle à 20 heures, elle avait tenté de le joindre sur son portable. Le téléphone sonnait dans le vide. À 21h30, n'y tenant plus, elle avait appelé la gendarmerie de Briançon.
Le brigadier-chef Laurent Domecq avait pris sa déclaration avec sérieux. Connaissant la réputation de Fernand dans la région, il savait que cet homme expérimenté ne se serait jamais perdu ou n'aurait jamais pris de risques inconsidérés. Quand quelqu'un comme Monsieur Lecomte ne rentre pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave, avait-il confié à ses collègues. Les premières recherches avaient commencé dès l'aube du 24 août. Une équipe de gendarmes de haute montagne, accompagnée de maîtres chiens et d'un hélicoptère de la sécurité civile, s'était déployée dans la zone du col de Vars. Ils avaient rapidement localisé la Peugeot de Fernand, correctement garée sur le parking, fermée à clé. À l'intérieur, ils avaient trouvé son portefeuille, contenant ses papiers d'identité et 75 € en espèces, ainsi qu'une veste de pluie pliée sur la banquette arrière. L'équipe cynotechnique avait suivi la piste de Fernand sur le sentier GR 58 jusqu'au point où les époux Muller l'avaient rencontré. Là, les chiens avaient effectivement détecté que Fernand avait quitté le sentier principal pour s'engager dans la descente vers le vallon des Perdrix. Cependant, après environ 800 mètres dans cette zone dense et accidentée, les traces devenaient confuses et se perdaient dans un pierrier. Le capitaine Sylvain Martel, commandant de la brigade de gendarmerie de Briançon, avait dirigé personnellement les opérations de recherche. Âgé de 45 ans, ce militaire expérimenté avait déjà supervisé de nombreuses opérations de secours en montagne. Le vallon des Perdrix est un secteur traître, expliquait-il à l'époque. La végétation y est si dense qu'on peut passer à 2 mètres de quelqu'un sans le voir. Et il y a plusieurs crevasses masquées par la végétation qui peuvent être dangereuses. Pendant 5 jours consécutifs, les recherches avaient mobilisé des moyens considérables. 40 gendarmes, 12 guides de haute montagne, 6 maîtres chiens, 3 hélicoptères et même un drone expérimental équipé d'une caméra thermique. Ils avaient ratissé méticuleusement chaque mètre carré du vallon des Perdrix et des zones environnantes. Des spéléologues avaient exploré plusieurs grottes naturelles de la région. Des plongeurs avaient inspecté les lacs d'altitude accessibles. Malgré ces efforts titanesques, aucune trace de Fernand n'avait été découverte. Ni vêtements déchirés, ni équipements abandonnés, ni traces de lutte. C'était comme s'il s'était volatilisé. Marie-Claire était venue de Lyon et avait passé des journées entières sur le terrain avec les équipes de recherche, scrutant chaque buisson, chaque rocher, espérant apercevoir un indice que les professionnels auraient pu manquer. Le 29 août, après 6 jours de recherche infructueuse, le capitaine Martel avait dû prendre la douloureuse décision de suspendre les opérations actives. Nous avons exploré toutes les zones accessibles dans un rayon de 15 km autour du dernier point de repère, avait-il expliqué à Marie-Claire. Nous maintenons l'enquête ouverte et nous continuerons à vérifier toute information qui nous parviendrait, mais nous devons redéployer nos équipes sur d'autres missions. Cette décision avait anéanti Marie-Claire. Comment un homme qui connaissait ces montagnes, mieux que quiconque, pouvait-il disparaître sans laisser la moindre trace? Les hypothèses officielles évoquaient un accident. Chute dans une crevasse non répertoriée, glissement de terrain, malaise cardiaque dans une zone inaccessible. Mais pour ceux qui connaissaient Fernand, ces explications ne tenaient pas. Cet homme était trop prudent, trop expérimenté, et surtout en trop bonne forme physique pour être victime d'un banal accident de montagne. Au fil des semaines, d'autres questions troublantes avaient émergé. Pourquoi Fernand s'était-il rendu spécifiquement dans le vallon des Perdrix, une zone qu'il n'avait jamais mentionnée auparavant dans ses conversations avec sa fille? Qu'entendait-il par traces suspectes qu'il avait mentionnées au gardien du refuge? Et surtout, pourquoi son téléphone portable, qui selon les relevés de l'opérateur avait encore du réseau dans cette zone, n'avait-il jamais été utilisé pour appeler au secours? Ces interrogations allaient hanter Marie-Claire et les enquêteurs pendant 2 longues années, jusqu'à ce qu'une découverte macabre vienne tout changer. Les 2 années qui suivirent la disparition de Fernand transformèrent profondément la vie de tous ceux qui l'avaient connu. Marie-Claire dut faire face à un deuil impossible, celui d'un père dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Sans certificat de décès, elle ne pouvait pas hériter légalement de la maison familiale, ni clôturer les comptes bancaires de son père.
Cette situation administrative kafkaïenne ajoutait une dimension cruelle à sa souffrance. Elle avait pris un congé sabbatique de son poste d'enseignante à Lyon pour s'installer temporairement dans la maison de son père à Briançon. Chaque matin, elle espérait secrètement le voir pousser la porte d'entrée avec son sourire tranquille et une explication rationnelle à son absence. Elle avait conservé intacte sa chambre, ses affaires de randonnée soigneusement rangées dans l'entrée, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Les premiers mois, Marie-Claire organisait ses propres recherches amateurs. Armée des cartes topographiques annotées de son père et de son appareil photo, elle arpentait méthodiquement les sentiers qu'il fréquentait. Elle interrogeait inlassablement les bergers, les gardes du parc, les guides de montagne, espérant qu'un détail oublié ressurgirait. Plusieurs fois, des randonneurs bienveillants l'avaient raccompagnée jusqu'à sa voiture, inquiets de la voir seule dans des zones difficiles, les yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Le docteur Elisabeth Carmier, médecin généraliste de Briançon, qui suivait la famille Lecomte depuis 20 ans, s'inquiétait pour la santé mentale de Marie-Claire. Elle s'épuise à chercher quelque chose qui n'existe peut-être plus, confiait-elle au pharmacien du village. Je lui ai prescrit des anxiolytiques, mais elle refuse de les prendre. Elle dit qu'elle doit rester lucide pour son père. La communauté de Briançon avait également été profondément marquée par cette disparition. Fernand était une figure respectée, et son absence créait un vide palpable. Les commerçants du centre-ville se surprenaient encore à guetter sa silhouette familière lors de ses passages matinaux. Monsieur Dupont, le boulanger, gardait précieusement la dernière fiche de commande de pain de Fernand, datée du 22 août 2018. Des théories locales avaient commencé à circuler. Certains évoquaient la possibilité que Fernand, rongé par le chagrin depuis la mort de sa femme, ait délibérément choisi de disparaître. D'autres suggéraient qu'il avait pu avoir un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque dans une zone si reculée que son corps ne serait jamais retrouvé. Les plus imaginatifs parlaient d'amnésie traumatique qui l'aurait poussé à errer sans but. Cependant, pour le capitaine Martel, ces hypothèses ne tenaient pas. En 45 ans, dont 20 en montagne, il avait développé un instinct pour distinguer les vraies disparitions des accidents. Fernand Lecomte n'était pas suicidaire, répétait-il à ses collègues. Et un homme de son expérience ne fait pas d'accident bête. Il s'est passé autre chose, j'en suis convaincu. Mais quoi? Cette conviction avait poussé le capitaine à maintenir le dossier actif plus longtemps que la procédure ne l'exigeait. Il consultait régulièrement les rapports météorologiques de l'époque, réinterrogeait les témoins et analysait les photos satellites de la zone. En avril 2019, il avait même organisé une nouvelle battue avec des bénévoles, profitant de la fonte des neiges pour explorer des zones précédemment inaccessibles. Cette opération n'avait rien donné non plus. Marie-Claire avait fini par retourner à Lyon en septembre 2019, contrainte par ses obligations professionnelles. Mais elle revenait à Briançon chaque week-end et pendant toutes ses vacances. Elle avait établi un rituel étrange. Chaque vendredi soir, elle garait sa voiture exactement à la place où son père avait laissé la sienne le matin de sa disparition. Et elle refaisait le même trajet jusqu'au point où les époux Muller l'avaient croisée pour la dernière fois. Ces pèlerinages hebdomadaires inquiétaient profondément ses amis lyonnais. Sa collègue et amie proche, Nathalie Giraud, avait tenté plusieurs fois de la dissuader. « Marie-Claire, tu te détruis », lui avait-elle dit un jour. « Ton père n'aurait pas voulu que tu sacrifies ta vie pour le chercher. Il faut que tu acceptes qu'il soit parti. » Mais Marie-Claire restait inflexible. « Je ne peux pas abandonner, » répondait-elle invariablement. « Pas tant que je n'aurai pas de réponse. » Cette obsession avait commencé à affecter son travail. Ses élèves remarquaient qu'elle était souvent distraite, regardant par la fenêtre de la classe avec une expression absente. Ses cours d'histoire, autrefois passionnés et vivants, devenaient mécaniques. Le proviseur du lycée, M. Bernard Favre, l'avait convoqué en février 2020 pour exprimer ses préoccupations. « Madame Lecomte, nous comprenons votre douleur, mais vos élèves ont besoin d'une enseignante présente. Peut-être devriez-vous envisager un suivi psychologique ?
Parallèlement, d'étranges rumeurs avaient commencé à circuler dans la région de Briançon. Plusieurs bergers rapportaient avoir observé des activités nocturnes suspectes dans des zones reculées des Alpes. Jean-Baptiste Morel, un éleveur de moutons qui faisait paître ses bêtes dans les alpages du Queyras, avait signalé à la gendarmerie avoir entendu des coups de feu isolés pendant la nuit, dans des secteurs où la chasse était interdite. Ce n'étaient pas des coups de fusil de chasse classiques, précisait-il. Le son était différent, plus sourd, comme des carabines de gros calibre. Ces témoignages intriguaient le capitaine Martel, mais ils étaient trop vagues et espacés dans le temps pour justifier une enquête approfondie. La région était vaste, les sons portaient loin en montagne, et il était difficile de localiser précisément l'origine de ces bruits. De plus, la gendarmerie avait des priorités plus urgentes. Accidents de montagne, vols dans les résidences secondaires, trafic de stupéfiants. Cependant, un détail troublant avait attiré l'attention du capitaine. En compilant ces témoignages, il avait remarqué que plusieurs signalements provenaient de zones proches du vallon des Perdrix, là où Fernand avait disparu. Cette coïncidence géographique le dérangeait sans qu'il puisse précisément expliquer pourquoi. En parallèle, Marie-Claire avait développé ses propres méthodes d'enquête. Elle avait créé un blog intitulé « Où es-tu, papa ?», où elle documentait méticuleusement chaque élément lié à la disparition de son père. Elle y publiait des photos des lieux, des témoignages recueillis et ses propres hypothèses. Ce blog avait attiré l'attention d'autres familles confrontées à des disparitions inexpliquées, créant une communauté virtuelle d'entraide et de soutien. C'est par ce biais qu'elle avait rencontré Sylvie Moore, dont le mari, un guide de haute montagne, avait disparu dans les Pyrénées en 2016. Sylvie lui avait fait remarquer que plusieurs disparitions récentes d'hommes expérimentés en montagne présentaient des similitudes troublantes. Toutes concernaient des personnes connaissant parfaitement leur terrain. Toutes s'étaient produites dans des zones reculées, et dans aucun cas, le corps n'avait été retrouvé. Cette observation avait poussé Marie-Claire à élargir ses recherches. Elle avait contacté les gendarmeries de plusieurs départements alpins et pyrénéens, demandant des informations sur des disparitions similaires. Ces démarches, bien qu'appréciées pour leur détermination, n'avaient pas abouti à des découvertes significatives. Chaque cas semblait isolé, avec ses propres spécificités. Au printemps 2020, Marie-Claire avait commencé à accepter l'idée qu'elle pourrait ne jamais connaître la vérité sur le sort de son père. Cette acceptation douloureuse s'accompagnait d'une forme de résignation qui inquiétait encore plus son entourage que son obsession précédente. Elle parlait de vendre la maison familiale, de ranger définitivement les affaires de son père, de tourner la page selon ses propres termes. C'est dans ce contexte d'abandon progressif que l'événement qui allait tout changer s'est produit. Le dimanche 12 juillet 2020, Jean-Luc Fontaine et son fils Maxime, âgés de 17 ans, avaient entrepris une randonnée dans le massif du Queyras. Jean-Luc, mécanicien automobile de 43 ans, originaire de Marseille, était un montagnard passionné qui profitait de ses congés d'été pour explorer les Alpes avec son fils. Cette année-là, ils avaient prévu un circuit de 3 jours, avec bivouac, dans des zones peu fréquentées pour éviter l'affluence estivale. Leur itinéraire les menait justement vers le vallon des Perdrix, que Jean-Luc avait repéré sur sa carte comme une zone intéressante pour observer la faune. « Papa, on va voir des marmottes ?» avait demandé Maxime en préparant son sac la veille. Jean-Luc avait souri. « Avec un peu de chance, et peut-être même des chamois si on est discret. » Le temps était magnifique ce dimanche-là. Après avoir garé leur Renault Kangoo au col de Var vers 8 heures du matin, père et fils avaient emprunté le même sentier que Fernand 2 ans plus tôt. Équipés de sacs de couchage légers, de réchauds et de provisions pour 3 jours, ils comptaient établir leur premier campement dans une clairière du vallon des Perdrix que Jean-Luc avait identifié sur Google Earth. Vers 11h30, ils quittèrent le sentier GR 58 pour descendre vers le vallon. La végétation était effectivement dense, composée principalement de rhododendrons, de genévriers et de jeunes mélèzes. Le terrain, accidenté et parfois glissant, exigeait une attention constante. C'est plus difficile que prévu,
avait confié Jean-Luc à son fils. « Reste près de moi et fais attention où tu mets les pieds. » Ils progressaient lentement, s'arrêtant régulièrement pour s'orienter et reprendre leur souffle. Maxime, habitué aux randonnées en famille depuis son enfance, suivait son père sans se plaindre, même si la difficulté du terrain commençait à l'inquiéter légèrement. « Papa, tu es sûr qu'on va dans la bonne direction ?» demanda-t-il vers midi. Jean-Luc consulta son GPS et sa carte. « Oui, on est sur la bonne route. La clairière devrait être juste après cette crête. » C'est en contournant un gros rocher calcaire, vers 12h45, que Maxime aperçut quelque chose d'inhabituel. « Papa, regarde ça !» Il pointait du doigt une structure métallique partiellement dissimulée sous un amoncellement de branches et de feuilles mortes. Jean-Luc s'approcha et écarta la végétation pour mieux voir. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. C'était un piège sophistiqué, manifestement artisanal, composé de mâchoires d'acier denté reliées à un mécanisme à ressort. L'engin, d'environ 60 cm de diamètre, était suffisamment puissant pour briser la patte d'un gros animal, voire la jambe d'un homme. Une chaîne de 2 mètres de long le reliait à un arbre massif. « Maxime, ne touche à rien et recule-toi !» ordonna Jean-Luc d'une voix ferme. En tant que mécanicien, il avait immédiatement compris la dangerosité de l'engin. Le mécanisme semblait encore armé, et le moindre contact pourrait le déclencher. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Maxime, impressionné par la gravité soudaine de son père. Jean-Luc examina attentivement le piège, sans s'en approcher davantage. Il était manifestement récent, la rouille n'ayant pas encore entamé l'acier. Les traces au sol indiquaient qu'il avait été installé avec soin, camouflé de manière à passer inaperçu. Plus troublante encore, il était positionné exactement sur un passage naturel que suivraient instinctivement les randonneurs pour contourner un éboulis. « C'est un piège à ours », expliqua Jean-Luc à son fils. « Mais les ours sont protégés dans cette région, et ce type de piège est strictement interdit. » Il sortit son téléphone portable pour prendre des photos, ses mains tremblant légèrement. « On va signaler ça aux gendarmes immédiatement. » Cependant, le réseau téléphonique était inexistant dans cette zone reculée. Jean-Luc prit plusieurs photos sous différents angles, documenta soigneusement l'emplacement avec son GPS et nota l'heure précise de la découverte. « On remonte tout de suite, » décida-t-il. « Ce n'est pas un endroit pour camper. » Le retour vers le col de Vars fut particulièrement tendu. Jean-Luc scrutait chaque buisson, chaque passage étroit, redoutant de découvrir d'autres pièges. Maxime, impressionné par l'inquiétude de son père, ne posait plus de questions et suivait exactement ses pas. Ils atteignirent leur voiture vers 15h30 et se dirigèrent immédiatement vers la gendarmerie de Briançon. Le brigadier-chef Domecq, qui était de service cet après-midi-là, reçut Jean-Luc et Maxime vers 16h15. En voyant les photos sur l'appareil de Jean-Luc, son expression changea immédiatement. « Monsieur Fontaine, vous avez bien fait de venir nous voir. Ce type de piège est non seulement illégal, mais extrêmement dangereux. » Il appela immédiatement le capitaine Martel, qui se trouvait chez lui en repos dominical. Le capitaine Martel arriva à la gendarmerie moins de 30 minutes plus tard. En examinant les photos et en écoutant le récit détaillé de Jean-Luc, une intuition troublante commença à germer dans son esprit. « Monsieur Fontaine, pouvez-vous me montrer exactement sur cette carte où vous avez trouvé ce piège ?» Jean-Luc pointa sans hésitation un secteur du vallon des Perdrix. Le capitaine sentit son estomac se nouer. L'emplacement se trouvait à moins de 500 mètres de la zone où les traces de Fernand Lecomte s'étaient perdues 2 ans auparavant. « Nous allons organiser une intervention demain matin pour sécuriser et enlever ce piège », annonça le capitaine. « En attendant, cette zone est formellement interdite d'accès. Je vais également faire vérifier s'il n'y en a pas d'autres dans les environs. » Il remercia chaleureusement Jean-Luc pour son civisme, mais garda pour lui ses sombres pressentiments sur la signification de cette découverte. Cette nuit-là, le capitaine Martel ne parvint pas à fermer l'œil. Il ressassait dans sa tête tous les éléments de la disparition de Fernand Lecomte, les témoignages de coups de feu nocturnes, et maintenant cette découverte d'un piège sophistiqué exactement dans la zone où l'ancien garde forestier avait disparu. Plus il réfléchissait, plus les coïncidences lui semblaient suspectes.
Dès 6 heures du matin, le lundi 13 juillet, il contacta le lieutenant Sophie Reynaud, spécialiste des crimes environnementaux à la gendarmerie départementale de Gap. « Sophie, j'ai besoin de ton expertise sur une affaire qui pourrait être liée au braconnage », lui expliqua-t-il en résumant la situation. La lieutenant Reynaud, qui connaissait la réputation de Martel, accepta immédiatement de se joindre à l'intervention prévue dans la matinée. L'équipe constituée pour cette mission comprenait le capitaine Martel, la lieutenant Reynaud, 2 gendarmes spécialisés en montagne et un artificier pour sécuriser le piège. Ils étaient également accompagnés de Jean-Luc Fontaine, qui avait accepté de leur servir de guide pour retrouver l'emplacement exact. Arrivés sur les lieux vers 10 heures, ils découvrirent une situation encore plus troublante que prévu. L'examen approfondi révéla que le piège n'était pas isolé. En élargissant le périmètre de recherche, ils trouvèrent 2 autres engins similaires, disposés stratégiquement sur des passages naturels dans un rayon de 300 mètres. La lieutenant Reynaud, forte de 15 années d'expérience dans la lutte contre le braconnage, était formelle. Cette installation n'est pas l'œuvre d'un amateur. Regardez la précision du camouflage, l'étude du terrain, la qualité de la fabrication. C'est du travail de professionnel. Elle photographia méticuleusement chaque détail, relevant notamment que les chaînes portaient des traces d'usure, indiquant une utilisation répétée. Plus inquiétant encore, l'artificier constata que les mécanismes étaient d'une puissance largement supérieure à ce qui serait nécessaire pour capturer des animaux sauvages. « Ces engins sont conçus pour tuer, pas pour capturer », expliqua-t-il au capitaine Martel. « La force du ressort pourrait facilement briser les os d'un homme adulte. » Pendant que l'équipe technique procédait au démontage sécurisé des pièges, le capitaine Martel et Jean-Luc exploraient les environs à la recherche d'autres indices. C'est alors qu'ils firent une découverte qui allait transformer radicalement l'enquête. Des traces de véhicules partiellement effacées par l'érosion, mais encore visibles dans un passage rocheux à environ 200 mètres des pièges. « Capitaine, regardez ça !» appela Jean-Luc. Les traces, bien que partielles, indiquait clairement qu'un véhicule tout-terrain avait emprunté ce passage, probablement plusieurs fois. Or, cette zone était normalement inaccessible aux véhicules selon les cartes officielles. « Comment est-ce possible ?» s'interrogea Jean-Luc. « Il n'y a aucune piste répertoriée jusqu'ici. » Le capitaine Martel demanda à la lieutenant Reynaud de venir examiner ces traces. Son verdict fut sans appel. Ces empreintes sont récentes, probablement de ces derniers mois. Et regardez la largeur des pneus, c'est du matériel lourd, type pick-up ou four-wheel drive. Elle prit des moulages en plâtre des meilleures empreintes et photographia l'ensemble sous différents angles. L'équipe décida d'explorer plus avant cette piste mystérieuse. En remontant les traces partielles, ils découvrirent qu'elles menaient vers une zone encore plus reculée du vallon, où la végétation devenait progressivement moins dense. Après une marche difficile d'environ 40 minutes, ils débouchèrent sur une clairière naturelle d'une dizaine de mètres de diamètre. Ce qu'ils y trouvèrent dépassait leurs pires appréhensions. La clairière portait des traces évidentes d'activités humaines répétées, restes de feux de camp soigneusement étouffés, traces de véhicules multiples et surtout des douilles de cartouches de gros calibre dispersées dans l'herbe. La lieutenant Reynaud ramassa précautionneusement plusieurs douilles avec des pinces et les glissa dans des sachets plastiques. « Du calibre 300 Winchester Magnum », murmura-t-elle. « Ça, c'est de l'armement pour gros gibier. » Mais la découverte la plus troublante se trouvait à la lisière de la clairière. Les restes d'un petit abri de fortune construit avec des branches et des bâches plastiques manifestement utilisées comme poste d'observation. À l'intérieur, ils trouvèrent des mégots de cigarettes, des emballages de nourriture et surtout un carnet de notes griffonné à la hâte dans une écriture difficile à déchiffrer. Le capitaine Martel feuilleta délicatement le carnet, protégeant chaque page avec des gants. Les notes, rédigées en français, contenaient des références à des dates, des heures et ce qui ressemblait à des descriptions d'animaux: cerf d'Iscore, vallée Est, 23 juin, 5 heures. Bouquetin mâle, crête nord, 2 juillet, aube. Chamois femelle avec petit, versant sud, 8 juillet, midi.
C'est un carnet de surveillance de gibier, conclut la lieutenant Reynaud. Quelqu'un documentait méthodiquement les mouvements des animaux dans cette zone. Elle tournait les pages avec une excitation croissante. Regardez ces dates. Certaines remontent à plus de 2 ans. Cette opération de braconnage dure depuis longtemps. Le capitaine Martel sentait l'adrénaline monter. Tous les éléments commençaient à s'assembler dans son esprit. La disparition de Fernand exactement dans cette zone, les témoignages de coups de feu nocturnes, et maintenant cette preuve d'activité de braconnage organisée. « Sophie, vous pensez comme moi ?» demanda-t-il à sa collègue. « Si Fernand Lecomte est tombé sur cette installation il y a 2 ans, et que les braconniers l'ont vu... » La lieutenant Reynaud n'acheva pas sa phrase, mais son expression disait tout. Un ancien garde forestier, découvrant une opération de braconnage de cette envergure, représentait une menace existentielle pour les criminels. Ils décidèrent de fouiller plus systématiquement la clairière avant de regagner Briançon. Leur recherche méthodique révéla d'autres éléments troublants. Des traces de sang séchées sur certaines pierres, des fragments d'os d'animaux soigneusement dissimulés sous un tas de pierres, et surtout, un objet qui fit bondir le cœur du capitaine Martel. Coincé sous une racine à la base d'un mélèze, il aperçut un éclat de plastique bleu marine. En l'extrayant délicatement, il constata qu'il s'agissait d'un fragment de sac à dos, déchiré, comme s'il avait été arraché avec force. Le capitaine se souvenait parfaitement que les témoins avaient décrit Fernand portant un sac à dos bleu marine le matin de sa disparition. Cette découverte électrisa toute l'équipe. Ils délimitèrent immédiatement un périmètre de sécurité autour de la clairière et appelèrent des renforts par radio. « Nous avons potentiellement une scène de crime », annonça le capitaine Martel au central. « Je demande l'intervention d'une équipe de la police scientifique et du procureur de la République. » L'après-midi du 13 juillet 2020 allait marquer un tournant décisif dans l'affaire Fernand Lecomte. Pour la première fois depuis 2 ans, les enquêteurs avaient enfin des preuves tangibles qui pourraient expliquer sa disparition. Mais ils étaient encore loin d'imaginer l'ampleur et la complexité du réseau criminel qu'ils venaient de découvrir. Dans les heures qui suivirent la découverte de la clairière, la gendarmerie de Briançon se transforma en véritable ruche. Le procureur de la République de Gap, maître François Delacroix, avait immédiatement ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire présumé. Une équipe de la police scientifique était arrivée de Marseille dans la soirée et les techniciens travaillaient sous projecteur pour préserver au maximum les indices avant les intempéries annoncées. Marie-Claire avait été contactée en urgence à Lyon. Quand le capitaine Martel lui avait annoncé au téléphone qu'ils avaient trouvé des éléments pouvant être liés à la disparition de son père, elle avait immédiatement pris la route, conduisant dans un état de stress et d'espoir mélangé qui l'avait mené à Briançon en 3 heures au lieu des 4 habituels. Arrivée à la gendarmerie vers 22 heures, elle fut reçue par le capitaine Martel qui lui présenta avec précaution les premiers éléments. « Madame Lecomte, nous avons découvert des preuves d'activités illégales dans la zone où votre père a disparu. Nous pensons qu'il a pu être témoin de ces activités et que cela expliquerait sa disparition. » Il lui montra les photos des pièges et lui présenta le fragment de sac à dos dans un sachet plastique. Marie-Claire examina longuement le morceau de tissu bleu marine. Ses mains tremblaient. « C'est le même modèle que celui de papa, » murmura-t-elle. Il l'avait depuis des années, c'était son sac préféré pour les randonnées. Puis, regardant le capitaine droit dans les yeux, elle ajouta d'une voix ferme. « Vous pensez qu'ils l'ont tué, n'est-ce pas ?» Le capitaine Martel choisit ses mots avec soin. « Nous explorons toutes les hypothèses, madame. Mais effectivement, les éléments que nous avons découverts suggèrent que votre père a pu se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. » Il lui expliqua la théorie qui se dessinait. Fernand aurait découvert l'installation de braconnage, et les criminels auraient considéré qu'il représentait une menace qu'il fallait éliminer. Pendant ce temps, l'analyse des douilles retrouvées dans la clairière révélait des informations cruciales.
Les cartouches étaient de fabrication récente et surtout, elles portaient des traces balistiques qui allaient permettre d'identifier l'arme utilisée si elle était retrouvée. Plus important encore, l'examen du carnet de surveillance avait révélé une écriture qui correspondait aux bases de données de la gendarmerie. Le mardi 14 juillet au matin, la lieutenant Reynaud fit une découverte qui allait accélérer dramatiquement l'enquête. En analysant les notes du carnet avec un expert graphologue, elle avait identifié l'auteur, Marcel Giraud, un homme de 45 ans, originaire de Marseille, déjà connu des services pour des délits liés à la chasse et à la détention illégale d'armes. Son casier judiciaire révélait 3 condamnations pour braconnage entre 2012 et 2016. « Nous le tenons », annonça-t-elle au capitaine Martel. Marcel Giraud habite dans la banlieue de Marseille, mais il possède un chalet dans la vallée de l'Ubaye, à moins de 50 kilomètres d'ici. Selon nos informations, il y passe tous ses week-ends et vacances. Une surveillance discrète du chalet fut immédiatement mise en place. L'observation révéla que Giraud n'était pas seul. 2 autres hommes fréquentaient régulièrement le chalet. Patrick Lemoine, mécanicien de 52 ans également marseillais, et étonnamment Bernard Castellane, un antiquaire de Briançon âgé de 58 ans, dont la boutique était située à seulement 3 rues de la maison de Fernand Lecomte. Cette dernière révélation troubla profondément le capitaine Martel. Bernard Castellane était une figure respectée de Briançon, membre du conseil municipal, organisateur de manifestations culturelles. Que faisait-il en compagnie de braconniers notoires ? « Il faut creuser cette piste », décida-t-il. « Si Castellane est impliqué, cela expliquerait comment il connaissait si bien les habitudes locales. » L'enquête sur Bernard Castellane révéla un double visage troublant. Officiellement antiquaire respectable, il était en réalité spécialisé dans le trafic d'objets d'art et d'artisanat liés à la faune sauvage. Cornes de rhinocéros, défense d'éléphants, mais aussi trophées de chasse européens de grande valeur. Son carnet de clients incluait des collectionneurs fortunés de toute l'Europe, prêts à payer des sommes considérables pour des pièces rares et souvent interdites. La surveillance électronique autorisée par le juge révéla des conversations téléphoniques accablantes entre les 3 hommes. Dans un enregistrement daté du 16 juillet, soit 3 jours après la découverte des pièges, Marcel Giraud s'inquiétait ouvertement. « Les flics ont trouvé notre installation. Il faut qu'on déménage tout le matériel et qu'on arrête temporairement les opérations. » La voix de Castellane répondait « Pas de panique, ils n'ont rien qui puisse nous relier directement à l'affaire. Et pour le vieux garde forestier, personne ne prouvera jamais ce qui s'est passé. » Cette phrase glaça le sang du capitaine Martel. Le vieux garde forestier ne pouvait faire référence qu'à Fernand Lecomte. L'enregistrement constituait un aveu implicite de leur implication dans sa disparition. Le procureur autorisa immédiatement les arrestations. L'opération eut lieu simultanément le 18 juillet à l'aube. À Marseille, Marcel Giraud et Patrick Lemoine furent appréhendés à leur domicile par la police judiciaire, tandis qu'à Briançon, Bernard Castellane était arrêté dans sa boutique par l'équipe du capitaine Martel. Les perquisitions révélèrent un arsenal impressionnant. Un carabine de gros calibre, munitions, matériel de piégeage, et dans la boutique de Castellane, une collection de trophées dont la plupart provenaient d'espèces protégées. Confronté aux preuves, Marcel Giraud craqua le premier. Lors de sa garde à vue, il avoua l'existence d'un réseau de braconnage organisé opérant dans les Alpes depuis plus de 5 ans. Leur méthode était sophistiquée. Ils identifiaient les zones riches en gros gibier, installaient des dispositifs de surveillance et de capture, puis vendaient les trophées à des collectionneurs par l'intermédiaire de Castellane. « Nous ne voulions faire de mal à personne », se défendit-il. « C'était juste du business. Il y a une demande énorme pour ce type de trophée et nous, on fournissait. » Quand l'enquêteur lui demanda ce qui s'était passé avec Fernand Lecomte, son attitude changea radicalement. Il se mura dans le silence, réclamant un avocat. Ce fut Patrick Lemoine qui fournit les détails les plus précis. Homme simple, manifestement influencé par ses complices, il s'effondra lors de son interrogatoire. « On ne voulait pas le tuer », sanglota-t-il. « Ça s'est mal passé, c'était un accident, enfin,
pas vraiment un accident, mais on n'avait pas prévu que ça arrive comme ça. Son récit reconstitua les événements tragiques du 23 août 2018. Ce matin-là, Marcel Giraud et lui étaient venus vérifier leur piège dans le vallon des Perdrix. Ils utilisaient un quad modifié qu'ils cachaient dans une remise agricole abandonnée à la sortie de Briançon, ce qui leur permettait d'accéder rapidement aux zones reculées par des chemins forestiers non répertoriés. Vers 11h30, alors qu'ils vérifiaient l'un de leurs pièges, ils avaient vu arriver Fernand. L'ancien garde forestier les avait surpris en flagrant délit, appareil photo à la main. « Il nous a vus avant qu'on le voie », expliqua le moine. « Quand on s'est rendu compte de sa présence, il était déjà en train de nous photographier. » Fernand avait tenté de s'enfuir en remontant vers le sentier principal, mais les deux hommes l'avaient poursuivi et rattrapé. Marcel lui a demandé de donner son appareil photo et de promettre qu'il ne dirait rien. Mais le vieux a refusé. Il disait qu'il était de son devoir de signaler nos activités, qu'on détruisait l'écosystème qu'il avait protégé toute sa vie. La situation avait dégénéré quand Giraud avait tenté de s'emparer de force de l'appareil photo. Fernand avait résisté, et dans la lutte, il était tombé et s'était violemment cogné la tête contre un rocher. Il saignait beaucoup, poursuivit le moine, la voix brisée. Marcel a dit qu'il fallait appeler les secours, mais moi j'avais peur. J'avais déjà été condamné 2 fois, je risquais la prison ferme. C'est alors que Marcel Giraud avait pris une décision qui allait hanter le moine pendant 2 ans. Constatant que Fernand était gravement blessé et probablement mourant, il avait décidé de faire disparaître le corps pour éviter toute enquête. On l'a transporté jusqu'à une grotte qu'on connaissait, plus haut dans la montagne. Marcel disait que personne ne le trouverait jamais là-bas. Cette révélation permit enfin de localiser les restes de Fernand Lecomte. La grotte en question, située à plus de 2 kilomètres de la clairière, était effectivement inaccessible aux équipes de recherche traditionnelles. Elle nécessitait un équipement de spéléologie et la connaissance de son existence pour y accéder. Le 22 juillet 2020, 4 jours après les arrestations, une équipe de spéléologues, accompagnée du médecin légiste, découvrit les restes de Fernand Lecomte dans la grotte indiquée par Patrick Lemoine. L'état de conservation du corps, protégé par la fraîcheur et la sécheresse de la cavité, permit au docteur Antoine Vellé d'établir avec certitude les causes du décès. L'autopsie révéla un traumatisme crânien majeur, compatible avec une chute sur un objet contondant. La mort a été causée par un hématome sous-dural massif, expliqua le médecin légiste au procureur. La victime a probablement perdu connaissance rapidement et est décédée dans les heures qui ont suivi le traumatisme. L'expertise confirma également la présence de fibres textiles sous les ongles de Fernand, prouvant qu'il y avait bien eu une lutte avant sa chute. Marie-Claire put enfin organiser les obsèques de son père. La cérémonie eut lieu le 30 juillet dans l'église Sainte-Marguerite de Briançon, en présence de toute la communauté locale. Le maire de la ville prononça un discours émouvant, saluant la mémoire d'un homme qui avait consacré sa vie à protéger la nature alpine. Fernand Lecomte est mort comme il a vécu, en défendant ce en quoi il croyait, déclara-t-il devant une assemblée émue. Le procès eut lieu en mars 2021 devant la cour d'assises des Hautes-Alpes. L'accusation était menée par Maître Delacroix, qui avait requis 15 ans de réclusion criminelle contre Marcel Giraud pour homicide volontaire, 10 ans contre Patrick Lemoine pour complicité d'homicide et recel de cadavres, et 8 ans contre Bernard Castellane pour organisation d'associations de malfaiteurs et trafic d'espèces protégées. Les débats révélèrent l'ampleur du réseau criminel. En 5 ans d'activité, le groupe avait abattu illégalement plus de 200 animaux protégés dans les Alpes françaises et italiennes, générant un profit estimé à plus de 800 000 €. Leurs clients incluaient des collectionneurs privés en Allemagne, en Suisse et en Belgique, prêts à payer jusqu'à 20 000 € pour un trophée de bouquetin mâle adulte. Marcel Giraud, présenté comme le cerveau de l'opération, maintint jusqu'au bout que la mort de Fernand était accidentelle. « Je n'ai jamais voulu tuer cet homme, plaida-t-il. J'ai paniqué, j'ai mal agi, mais je ne suis pas un assassin. » Son avocat,
Maître Catherine Moore plaida les circonstances atténuantes, insistant sur le caractère non prémédité du crime. Patrick Lemoine, rongé par la culpabilité, implora le pardon de Marie-Claire lors de sa déposition. « Madame, votre père était un homme bien. Je regrette chaque jour ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière... » Ses larmes étaient visiblement sincères, mais Marie-Claire resta de marbre. « Vous avez détruit ma famille pour de l'argent, » lui répondit-elle simplement. « Il n'y a pas de pardon possible. » Bernard Castellane tenta de minimiser son rôle, se présentant comme un simple intermédiaire commercial, ignorant des méthodes de ses fournisseurs. Cependant, les enquêteurs avaient retrouvé dans ses archives des photos de trophées manifestement obtenus par braconnage, accompagnés de certificats d'authenticité falsifiés. Sa respectabilité apparente dans la communauté de Briançon ne fit qu'aggraver la perception de sa culpabilité. Le verdict fut rendu le 18 mars 2021. Marcel Giraud fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire aggravé et constitution d'association de malfaiteurs. Patrick Lemoine écopa de 7 ans de prison ferme pour complicité d'homicide et recel de cadavres. Bernard Castellane fut condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour trafic d'espèces protégées et recel. Au-delà des condamnations pénales, le procès eut des répercussions importantes sur la lutte contre le braconnage dans les Alpes. Les autorités renforcèrent la surveillance des zones sensibles et mirent en place un système d'alerte permettant aux randonneurs de signaler rapidement toute activité suspecte. La loi Fernand-Lecomte, votée en juillet 2021, durcit considérablement les sanctions contre le braconnage d'espèces protégées. Marie-Claire put enfin tourner la page de ce chapitre douloureux de sa vie. Elle retourna à son poste d'enseignante à Lyon, mais garda la maison familiale de Briançon qu'elle transforma en gîte d'étape pour randonneurs. Papa aurait aimé que sa maison continue d'accueillir les amoureux de la montagne, expliqua-t-elle. Une plaque commémorative fut installée dans l'entrée. À la mémoire de Fernand Lecomte, garde forestier, qui donna sa vie pour protéger la nature qu'il aimait. Chaque année, le 23 août, Marie-Claire se rend sur la tombe de son père au cimetière de Briançon, puis emprunte le sentier du col de Vars jusqu'au point où il a disparu. Elle y dépose un bouquet d'Edelweiss, ces fleurs alpines qu'il photographiait avec tant de passion. « Je lui raconte ma vie, mes projets, les nouvelles du village », confie-t-elle. D'une certaine façon, il est toujours là dans ces montagnes qu'il a protégées jusqu'au bout. L'affaire Fernand Lecomte rappelle cruellement que la passion pour la nature peut parfois coûter la vie à ceux qui la défendent. Mais elle montre aussi que la vérité, même enfouie dans les recoins les plus secrets de nos montagnes, finit toujours par émerger. Aujourd'hui, le vallon des Perdrix est devenu un symbole de la lutte contre le braconnage, et le nom de Fernand Lecomte résonne comme un exemple de courage et de détermination pour tous ceux qui œuvrent à la protection de notre patrimoine naturel. Cette tragique histoire nous montre comment la cupidité de quelques individus peut détruire des vies et menacer l'équilibre fragile de nos écosystèmes. L'obstination de Marie-Claire et le professionnalisme des enquêteurs ont permis que justice soit rendue, mais rien ne ramènera Fernand Lecomte. Son sacrifice nous rappelle l'importance cruciale de protéger notre patrimoine naturel contre ceux qui voudraient l'exploiter illégalement. Qu'avez-vous pensé de cette enquête? Aviez-vous deviné que le braconnage était au cœur de cette disparition? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire d'investigation vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires aussi troublantes. Laissez votre like si ce récit vous a ému et partagez-le avec vos proches qui s'intéressent aux mystères résolus de nos montagnes.